Dans la première et la deuxième vidéo sur la communication virtuelle, nous avons examiné les types de conversation, l'importance des boucles de feedback et la manière de donner un bon feedback. Dans cette vidéo, j'approfondis la question des bonnes questions et d'un certain nombre d'autres outils de communication. Les réunions virtuelles sont différentes des réunions physiques, comme nous l'avons tous déjà expérimenté. Normalement, on entre dans une réunion, on se salue d'un signe de tête, on fait une petite blague ou on remarque que quelqu'un porte une belle tenue, on parle des sujets légers jusqu'à tout le monde soit arrivé. On offre du café et, ce faisant, on s'imprègne inconsciemment de l'atmosphère et où on est. Avec les appels vidéo, tout cela disparaît bien sûr. Commencez par prêter attention à l'autre et ne vous contentez pas de parler de sujets professionnels. Commencez de manière informelle et prenez le temps de le faire. Les personnes qui n'y sont pas habituées peuvent trouver cela inconfortable ou une perte de temps. Mais si vous ne le faites pas, vous ne vous comprendrez pas à long terme. Posez donc beaucoup de questions à l'autre et évitez les suppositions. La façon dont vous formulez les questions est cruciale pour le succès à distance. Quand ce service fera-t-il son travail? Pourquoi ne communique-t-il pas mieux? Qui a fait cette erreur? Pourquoi dois-je toujours faire ceci? Ce sont des questions reconnaissables, mais elles ne sont pas si innocentes. Elles indiquent un manque de responsabilité personnelle. Ces questions sont à éviter. Elles n'apportent rien, n'ont aucune valeur ajoutée, n'apportent rien de positif ou de productif. Elles suggèrent que quelque chose ou quelqu'un d'autre est la cause du problème ou de la situation. Le fait de tout mettre en boîte et de se battre entre les personnes, mais aussi entre les équipes ou les départements, aspire l'oxygène d'une organisation. Lorsque nous demandons quand, nous disons en fait que nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre et de reporter nos actions à plus tard. Les questions qui commencent par quand conduisent à la procrastination. Cela a des conséquences sur la productivité, la réalisation des objectifs, les délais. En bref, en tant qu'entreprise, vous manquez la vitesse dont vous avez besoin d'aujourd'hui. Les questions qui, quant à elles, conduisent à rejeter la faute sur l'autre. Cela s'est même transformé en une véritable épidémie. De la petite société à la plus grande multinationale, de plus petit échelon à la plus haute fonction du pays, tout le monde y est sensible. Ce cycle de la culpabilité comprend des questions évitables telles que qui a fait ça ou à qui la faute, mais elles ne résolvent rien. Elles suscitent la peur, tuent l'innovation, entravent le travail d'équipe, dressent des murs et empêchent les gens de s'engager. Malgré tout le temps et les ressources que nos organisations consacrent au renforcement de l'esprit de l'équipe, nous semblons toujours oublier une vérité simple. Nous faisons tous partie de la même équipe. Chaque jour, nous voyons des groupes, des départements, des secteurs et des individus travailler les uns contre les autres. Nos équipes se disputent et se plaignent des autres qui ne font pas leur travail correctement. Ce type de cloisonnement et de querelles secrètes draine la vie d'une organisation. Nous avons déjà trop de personnes dans le monde qui pensent comme des victimes. Pourquoi moi? Un exemple innocent tiré de la pratique. J'ai demandé un jour à un chef de service combien de personnes travaillaient pour lui et il m'a répondu environ la moitié.
Une réponse amusante, mais il était sans aucun doute le genre de manager qui se posait également les questions suivantes. Qui peuvent être évitées? Pourquoi je n'arrive pas à trouver du bon personnel? Pourquoi la jeune génération ne veut-elle pas travailler? Et pourquoi n'ai-je pas plus de soutien de la part de la direction? Ce sont que des pensées victimaires et nous avons déjà trop de gens dans le monde qui font cela. Ces questions évitables sont les premières qui nous viennent à l'esprit dans notre vie quotidienne et c'est très humain. Nous les avons tous. Ce qui importe, c'est ce que vous faites ensuite. Vous avez maintenant le choix. On peut soit les accepter, oui, quand aurons-nous plus d'aide ici, ou nous pouvons les rejeter et choisir la place de poser des questions plus efficaces et responsables, telles que puis-je faire pour contribuer et comment puis-je soutenir l'équipe? Mais comment poser les bonnes questions? D'abord, commencez par quoi ou comment et non par pourquoi, quand ou qui. Deuxième point, mettez un je dans votre question, pas un il ou elle ou nous ou vous. Troisième point, concentrez-vous sur l'action. Utilisez des verbes comme faire, fabriquer, réaliser dans votre question. Une question très simple pour vous en tant que leader est: que puis-je faire pour vous? Quelle solution puis-je proposer? Comment puis-je atteindre mon client d'une manière plus créative? Que puis-je faire pour trouver les informations dont j'ai besoin pour prendre une décision? Que puis-je faire pour améliorer l'organisation? Nous avons déjà abordé la question de la conclusion d'accord dans le cadre du leadership axé sur les résultats. Assurez-vous d'avoir conclu des accords explicites sur la manière de communiquer à distance afin de aligner les atteintes ou les attentes de chacun. Comment voulez-vous rester en contact? Les employés veulent probablement rester en contact non seulement avec leur manager, mais aussi avec leurs collègues. Pouvez-vous organiser une session d'équipe hebdomadaire? À quelle heure? Ou préférez-vous un bref coup d'envoi quotidien? Ou choisissez-vous de remplacer la réunion d'équipe mensuelle par un moment d'équipe hebdomadaire avec une brève mise au point sur l'état des choses? Vous ne devez pas seulement remplacer les réunions formelles, mais aussi les pauses café informelles, les discussions dans le couloir, les contacts entre collègues dans l'ascenseur, etc. Par conséquent, les conférences téléphoniques ne doivent pas toujours être fonctionnelles. Un chat social a certainement beaucoup de valeur aussi. Et selon la culture de l'entreprise, de telles initiatives seront rapidement adoptées. Établissez une charte du travail à distance. Prenez le temps d'établir quelques règles de base avec vos employés. Déterminez les heures auxquelles chacun sera disponible, si elles sont différentes des heures de travail normales. Ces erreurs peuvent varier en fonction des engagements personnels de chacun. Par conséquent, il doit être clair pour tout le monde quand quelqu'un est ou sera disponible. Statut sur la messagerie instantanée, calendrier en ligne. Par exemple, certaines entreprises permettent de prendre les vacances en heure. Proposez proactivement que les gens puissent vous appeler, poser des questions. Pour beaucoup de gens, ce n'est pas évident et ils restent trop longtemps avec leurs questions. La distance constitue un obstacle supplémentaire dans ce domaine. Auparavant, il suffisait de passer rapidement devant le bureau de l'autre personne pour savoir, d'après son langage corporel, si vous pouviez poser une question ou non, si quelqu'un était occupé ou non. Moi-même, par exemple, j'avais un temps de questionnement quotidien de 1 heure à 2 heures pendant lequel il y avait un temps de questionnement prévu avec mon équipe. Et je n'avais bien sûr pas de réunion dans mon agenda. Mais il était convenu que j'étais disponible par téléphone. On s'attendait à ce que je ne
reçoivent plus d'emails pour des questions qui pouvaient être rapidement vérifiées pendant cette heure. En mettant en place ce système, j'ai vu le nombre de courriers diminuer de façon spectaculaire. Un gain de temps considérable pour tout le monde. Éviter d'interrompre constamment les courriels, les appels téléphoniques, les réunions et les messages instantanés, mais encourager plutôt l'utilisation de meilleurs outils de collaboration à cet effet et convenez d'un moment opportun. Enregistrer quand et à quelle fréquence les réunions ont lieu. Personnellement, je suis un fervent partisan des réunions debout, dont j'ai parlé plus haut, où vous vous réunissez tous à une heure fixe et où vous pouvez poser des questions. Comment chacun se sent, sur quoi quelqu'un va travailler aujourd'hui et quelles sont les difficultés qu'il rencontre actuellement. Le but est de garder le lien mutuel fort, de soutenir votre équipe et de donner à vos employés la possibilité d'exprimer leurs émotions, mais aussi de partager des connaissances ou d'informer sur ce sur quoi vous travaillez. C'est aussi le moment idéal pour stimuler l'esprit d'équipe. Les stand-up sont bons pour communiquer plus efficacement, travailler de manière plus orientée, faire le résultat, nourrir les collaborations et partager les connaissances. Enfin, offrez-leur la possibilité de suggérer leurs propres méthodes et adaptations qui pourraient améliorer le télétravail. L'objectif est d'utiliser la charte d'équipe pour éliminer les frustrations futures. Par exemple, déjà autour de poser des questions, immédiatement ou en les communisant. Sur quel canal poser? Vous pouvez également poursuivre le brainstorming dans les salles de pause, dans un cercle plus restreint si nécessaire. Commencez les moments de consultation de l'équipe par un tour de table. Qu'avons-nous accompli? Sur quoi sommes-nous en train de travailler? Comment se passe-t-il? Sur quoi avez-vous besoin de l'aide? De qui? Que voulez-vous partager qui pourrait être intéressant ou utile pour les autres? Si je peux dire en 5 minutes sur ce que j'ai travaillé et ce que j'ai réalisé depuis la dernière réunion d'équipe et ce sur quoi je travaille maintenant et demain, cela me donne un coup de pouce et en termes de motivation. Si j'ai également le sentiment d'être soutenue, voire de recevoir des conseils pratiques et des idées, je suis plus enthousiaste à l'idée de me mettre au travail, même si je suis assis seul. La pire chose qu'on puisse faire à une personne est de la nier. Lorsque j'ai le sentiment de ne pas être à ma place, d'être nié dans mon existence, de ne pas être entendu, de ne pas être vu, ma motivation diminue. Même si je suis un crack dans mon travail, faites en sorte que chacun s'engage à s'intéresser à l'autre. Faites de votre équipe une priorité. Une réunion virtuelle est souvent le seul moment où vous réunissez votre équipe. Par conséquent, faites-en une priorité. Même si rien n'est urgent et soyez pleinement présent. Bien sûr, vous pouvez envoyer des courriers, vous pouvez vous appeler, mais nous savons tous combien de choses peuvent se perdre en communiquant par ces moyens. Saisissez toutes les occasions de vous voir. D'un autre côté, n'abusez pas du nombre de réunions. Vos collaborateurs ne doivent pas avoir l'impression que vous les empêchez de travailler. Évaluez par exemple la façon dont les réunions se déroulent au sein de votre équipe. Peut-être pouvez-vous travailler plus efficacement en remplaçant certaines réunions par une mise à jour de statut via les outils de collaboration. Par exemple, il existe d'autres outils de collaboration qu'une réunion pour partager des informations ou des idées. Faites des réunions virtuelles la norme. Si elles sont bien gérées, elles sont beaucoup plus efficaces, plus rapides et plus agréables que les réunions physiques. Les managers qui parviennent à gérer de manière rigoureuse une réunion virtuelle apportent une grande satisfaction aux employés.
Ordre du jour clair, gestion du temps de parole, passage de la discussion à la consultation individuelle, conclusion de chaque discussion par un accord sur des points d'action concrets. Si ce sont des compétences que vous avez du mal à maîtriser vous-même, déléguez l'animation à l'un de vos collaborateurs qui possède cette force. Impliquez clairement vos employés. Nous avons déjà parlé de la différence entre introvertis et extravertis et de leurs besoins. Pour les introvertis, c'est un véritable défi de participer activement à une réunion virtuelle et de prendre la parole. Impliquez vos employés en leur demandant directement ce qu'ils pensent de X, Y ou Z. Assumez leur rôle de facilitateur. Dès que vous voyez quelqu'un qui essaye de dire quelque chose, donnez-lui la parole. La distance physique crée également une distance psychologique, ce qui rend plus difficile la connexion sur le plan émotionnel. Même si ce n'est pas aussi idéal que le face-à-face, il est crucial de se connecter d'une manière qui nous permette de voir et d'entendre l'autre personne. Allumer les vidéos est donc une condition sine qua non. Autorisez-vous à être vulnérable et à parler de vos propres soucis. Exposez-vous, exposez vos soucis, vos problèmes, ce à quoi vous êtes confrontés. Ceux qui le font encouragent les autres à le faire aussi. Vous vous exposez de manière vulnérable. Vous êtes authentique, ce dont j'ai déjà parlé, et cela nourrit le sentiment d'être ensemble, de former une équipe. Par conséquent, commencez parfois une réunion par quelques anecdotes vulnérables et associez-les à une courte série de questions. Comment vous sentez-vous? Quelles sont vos difficultés? Quels sont les défis et les triomphes que vous allez partager, etc. Faites preuve de beaucoup d'empathie. En étant attentif aux émotions, vous pouvez faire preuve d'empathie et créer une culture de travail connective qui a un impact positif sur vos résultats. Ainsi, ceux qui sont attentifs aux sentiments, aux tensions, aux joies et aux préoccupations de leurs employés favorisent l'esprit d'équipe et la loyauté. Et si la charte n'est pas respectée, cette charte vous aide à euh, à travailler mieux ensemble et aide aussi vos employés à rester tous sur la même longueur d'onde. C'est un élément crucial pour la cohésion de l'équipe. Si la charte n'est pas respectée, il faut également le signaler, tout comme vous le feriez en cas de comportement inapproprié sur le lieu de travail. Même un employé travaillant à distance peut se sentir libre de se faire rappeler à l'ordre. La tolérance pour le travail à distance se situe simplement au même niveau que dans des circonstances normales. Vous ne devez pas tolérer plus, mais pas moins non plus. Par exemple, posez une contre-question. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est de cela que vous devez parler à l'autre. Laissez les gens se tenir mutuellement à ces principes également. Ce sentiment d'appartenance est encore plus important à distance qu'il ne l'était déjà. Déterminez les outils de communication que votre équipe utilisera et utilisez le bon support. Heureusement, aujourd'hui, nous ne manquons pas d'outils pour partager les connaissances. Bien au contraire, travaillez dans le cloud, SharePoint, des Slack, des chats, mais aussi des plateformes comme Google, Microsoft Teams, Yammer, etc. Utilisez des outils de gestion de projet, par exemple Planner de Microsoft ou Trello, sont utiles pour coordonner les tâches de votre équipe. Ils réunissent tout ce dont vous avez besoin pour coordonner des projets à distance, calendrier, chat, commentaires. Ainsi, chacun sait ce qu'il doit faire, quand et sur quoi il travaille. Il vous aide à garder une vue d'ensemble, non seulement de vos propres activités, mais aussi de celles de votre équipe. Pour ce faire, vous pouvez adopter des concepts issus du travail agile, comme la tenue de revue de sprint. La revue de sprint est censée être le moment officiel de chaque sprint au cours duquel l'équipe présente le produit, le sous-produit réalisé aux parties prenantes. Les parties prenantes donnent leur avis sur le produit ou le sous-produit qui a été présenté. Avant tout, mettez-vous d'accord sur les outils à utiliser et sur leur utilisation. Demandez à vos employés
quel est leur outil de communication préféré. Cela leur donnera un sentiment de contrôle. La vidéo est préférable pour les discussions plus délicates ou détaillées, tandis qu'un message rapide est idéal pour vérifier ou clarifier des questions simples. Il est important de faire la différence. Trop d'appels téléphoniques et vous engourdirez vos collaborateurs. Mais vous pouvez aussi perdre beaucoup de temps à échanger des messages alors qu'un appel téléphonique de 5 minutes peut répondre à plusieurs questions. Assurer l'équilibre. Si une personne travaille depuis un autre lieu, vous pouvez suggérer à tous les participants de se connecter à l'aide de leur propre ordinateur portable. Si vous parlez seul depuis votre ordinateur portable à un groupe assis ensemble, il est difficile de s'immiscer dans la conversation. Arrêtez d'envoyer des emails. Ce que je remarque énormément dans de nombreuses entreprises, c'est que l'envoi de mails est synonyme de travail. Mettez-y un terme. Comment? En vous posant quelques questions avant de vous plonger dans le piège du comportement des mails. Une des questions peut être, cela peut-il attendre la prochaine réunion d'équipe? Ai-je besoin de l'avis de l'autre personne? Est-ce que je risque que l'autre personne comprenne mal ou touche un point sensible? Planifiez plutôt une vidéoconférence que d'envoyer des mails. Remarquez un certain ping-pong sur votre courriel initial, décrochez le téléphone. Mettez le nom de la personne dont vous attendez une action dans le filtre A, dans la colonne A, et évitez une longue liste de copies conformes, surtout si la hiérarchie est bien établie. N'envoyez pas de copies, ce qui nuit, ou de blind copy, ce qui nuit à la confiance et à la coopération. N'envoyez pas non plus de pièces jointes. Nous les mettons maintenant sur SharePoint et nous avons passé des accords à ce sujet. Donnez vous-même le bon exemple. Respectez l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de vos employés et n'envoyez pas d'emails, d'interruptions ou en dehors des heures de travail. Soyez injoignable le week-end, mais soyez présent à 100% dans la réunion virtuelle et contribuez aux canaux de collaboration et au moment du café virtuel. Complétez avec, par exemple, un groupe WhatsApp. Cela peut être utile pour parler à plusieurs personnes à la fois. Il permet également de se parler de manière plus informelle, ce qui peut briser ce sentiment d'isolement gênant. Les outils de visioconférence permettent de rendre les échanges plus humains et d'évaluer plus précisément les émotions de votre interlocuteur. Comprendre les émotions sur le lieu de travail et les siennes propres est nécessaire pour bien fonctionner en tant que manager. Et il ne s'agit pas seulement des tensions ou des conflits ouverts, mais surtout du silence exceptionnel de quelqu'un dans une réunion, du détournement du regard. Ce sont des choses importantes à enregistrer en tant que manager. Toutefois, fournir des outils ne suffit pas. Vous devez vous assurer que tout le monde sait comment travailler avec ces outils. Par exemple, par une formation en ligne, en mettre les outils à la disposition de tous. Ouvrez-vous. Je visite encore régulièrement des entreprises où, par exemple, les agendas ne sont pas ouverts ou SharePoint est fermé. En ouvrant les agendas, vous évitez les appels téléphoniques ou les messages à des moments inopportuns et vous pouvez vous concentrer sur votre travail. En ouvrant les agendas, vous évitez les appels téléphoniques et vous pouvez vous concentrer sur votre travail. Non seulement chacun peut consulter des informations à tout moment, mais vous finissez par en savoir beaucoup plus sur les autres et sur ce sur quoi vous travaillez. Si je vois que vous venez de sauvegarder un PowerPoint sur la gestion des clients, je sais que vous y travaillez. Je peux vous donner mon avis et réfléchir avec vous, vous aider davantage. Jouez court et partagez les informations importantes. Les employés doivent savoir qu'ils peuvent compter sur leur manager.
Si vous recevez un message urgent, il est essentiel que vous répondiez rapidement. Utilisez les canaux de communication établis pour communiquer les nouvelles importantes aussi rapidement que possible. Vous éviterez ainsi les situations inconfortables dues à un manque d'information. Après tout, sans information, un employé peut avoir l'impression d'être laissé à lui-même. Sinon, il y a toujours d'autres priorités qui se présentent et vous n'arriverez pas. Le partage des connaissances est une condition sine qua non si vous voulez continuer à entretenir la confiance, les liens et la coopération. Il garantit la pollinisation croisée. Les employés apprennent les uns des autres et les uns avec les autres. Vous vous prémunisez également contre le risque d'avoir un grand déficit de connaissances lorsqu'un expert se retire. Veillez à ce que chacun ait un point de contact pour quelque chose. Single point of contact or subject matter owner. De cette façon, vous vous assurez que les gens s'appellent les uns les autres lorsqu'ils ont une question sur un domaine de connaissances particulier. L'interaction entre les consultations formelles est ainsi également nourrie. Favorisez la collaboration à distance en créant des groupes de travail par thème ou par sujet. Gardez un œil sur le développement de vos collaborateurs. Manque de compétences spécifiques, les membres de l'équipe doivent être capables de définir et de répartir leur rôle, d'oser se poser des questions, de réfléchir au travail d'équipe, de prendre des décisions et de communiquer ouvertement en osant se rendre vulnérable. Automatisez autant que possible, car ce n'est pas là que réside la valeur ajoutée de votre équipe. Elle réside plutôt dans la créativité, l'innovation, la curiosité, l'esprit critique et l'orientation vers les solutions. Cela signifie qu'il faut être attentif au développement, mais aussi au partage des connaissances. Lorsque vous travaillez au bureau, vous captez toutes sortes de choses. Si vous êtes à distance, vous n'entendez pas les dernières nouvelles ou ce qu'un collègue dit rapidement sur un autre projet. Donc, augmentez l'interaction. Quelle que soit la forme de communication que vous utilisez, assurez l'interaction. Veillez à ce qu'il y ait une interaction toutes les 5 minutes. L'interaction peut se faire par le biais d'un chat, d'un sondage ou en posant une question ouverte pour faire réfléchir les gens. Par exemple, avec Mentimeter, avec lesquels on peut envoyer des quiz, on peut faire des sondages, des questions-réponses, etc. Google Slides propose également de jolis modèles que vous pouvez télécharger sur un site et je vais vous donner le lien plus tard. Voilà, je vous le montre. Assurez-vous qu'ils sont tous sur la même page. Comment? En appliquant les compétences de communication de base de manière plus explicite. Par exemple, en vérifiant si votre message a été reçu, a été compris, s'il y a un accord et surtout si des mesures seront prises. Résumez aussi régulièrement ce que vous dites, ce que les autres disent. Vérifiez ce que vous venez de résumer est correct. Posez des questions ouvertes pour que les gens réagissent à votre message. Vérifiez si vous ne parlez pas trop vite ou trop lentement. Vérifiez si les gens ont besoin d'une pause. Accordez également plus de pauses. Chacun d'entre nous a un rôle exemplaire à jouer ici et peut assumer ce rôle de facilitateur. Faites de la communication efficace une responsabilité partagée. Dans cette vidéo, nous avons parlé de la nécessité de poser les bonnes questions, de conclure des accords sur la communication et des outils de communication à utiliser. Pour conclure, vous trouverez un PDF avec un aperçu des outils de collaboration. Et je vous invite à regarder une autre vidéo sur le leadership sans ego de Bob Davids.